Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode déjà de notre série JS idiomatique dans laquelle on apprend à faire du JavaScript moderne, concis, expressif, conforme à l'esprit du langage. Et aujourd'hui, c'est du lourd puisqu'on va régler la question du this en JavaScript. Enfin, presque, parce qu'on va parler des fonctions fléchées dans la prochaine vidéo, mais aujourd'hui, en tout cas, on va bien régler 95% du sujet. Si on revient à l'essentiel, le comportement de this par défaut en JavaScript tient en une phrase, et une courte en plus. Donc la prochaine fois que tu verras quelqu'un de soi-disant senior en JavaScript se perdre dans des cas particuliers, des approximations, ou utiliser des mots comme magique, tu pourras remettre ça au clair facilement. Du coup, même si tu penses déjà tout savoir sur le sujet, franchement, regarde jusqu'au bout, outre qu'on a des génériques de fin rigolos, je ne serais pas surpris que tu apprennes des trucs sympas. Comme d'habitude, on t'a mis le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description pour que tu retrouves facilement les parties qui t'intéressent. N'oublie pas qu'il y a 14 vidéos au total dans cette série, sans même parler de tout ce qu'on a prévu derrière, alors pense à t'abonner et à activer la cloche. Et puis les commentaires, comme toujours, sont là pour toi. Alors si tu as une question, une remarque, une anecdote, une suggestion, si simplement tu veux nous dire un mot gentil, eh bien n'hésite pas, on sera toujours ravis de te lire. Allez, percer les mystères du banning et du this en JavaScript, c'est parti. Une petite mise au point d'abord sur ce terme binding. Qu'est-ce que c'est le binding? Pourquoi je parle de binding? En fait, c'est un terme qui a longtemps désigné le comportement d'association du this à l'intérieur de l'exécution d'une fonction, justement. Comment est-ce que se faisait le binding de la fonction? On retrouve ça dans une méthode dont on reparlera plus tard, qui existe sur les fonctions, qui s'appelle bind. Et c'est juste ça. C'est le comportement d'association, ou pas d'ailleurs, d'un this à l'intérieur de l'exécution d'une fonction. Pendant un moment, on a aussi eu le terme de contexte qu'on a trouvé, qui a commencé à faire surface un peu dans les API, les docs, mais c'est un terme un peu trop générique pour être utile. Donc aujourd'hui, on l'a plus. Lorsqu'on a des API qui nous permettent explicitement d'indiquer quel this va être employé à l'exécution d'un callback, par exemple, la plupart du temps, ils utilisent un paramètre qui s'appelle thisArg. Ce qui a l'avantage d'être beaucoup plus clair. Mais le banning et le comportement de this à l'exécution, c'est la même chose, d'accord? C'est un terme un peu plus court pour désigner cet aspect-là. Alors, histoire de voir où tu te situes sur ce sujet dès maintenant, on va commencer avec un petit quiz. On va prendre cet exemple de code, il est simple, j'ai un objet littéral, je l'appelle Bob, il a un champ first name qui vaut Bob, et il a une méthode grid, je disais la syntaxe concise des méthodes, si t'es pas au clair là-dessus, je te mets, hop, la fiche quelque part au-dessus, vers la vidéo correspondante dans notre série JS idiomatique, et cette méthode grid, elle fait un log qui exploite this.firstName, d'accord? Ma question est la suivante, quand je vais appeler, comme tu le vois dans le commentaire, bob.greet, parenthèse, parenthèse, que va-t-il se passer? Réponse A, ça va loguer « Salut, moi c'est Bob ». Réponse B, ça va loguer « Salut, moi c'est undefined ». Réponse C, ça va lever une reference error. Et réponse D, j'aimerais beaucoup dire la réponse D, mais non, lever une type error du genre pas de propriété first name sur undefined. À ton avis, qu'est-ce que ça fait? Tu peux mettre la vidéo en pause, je te laisse quand même quelques secondes pour réfléchir avant la solution. Eh bien, on va vérifier ça ensemble tout de suite, on va décommenter cet appel, et effectivement, ça va loguer « Salut, moi c'est Bob ». J'ai envie de te dire que si, en fait, bob.greet, parenthèse, parenthèse, eh bien, lorsque ça s'exécute, le this dedans, c'est pas Bob, je crois pas qu'on serait en train de faire une série sur JavaScript, ça n'aurait vraiment pas pris, ça aurait cassé trop d'attentes fondamentales sur le comportement du langage. Mais, voyons à présent un autre cas de figure. Supposons maintenant qu'on se prépare à appeler cette méthode bob.greet comme ceci. Par exemple, en callback d'un setTimeout, quand bien même il est à 0, il se trouve que ça va s'exécuter en asynchrone quand même. Mais à ton avis, que va-t-il se passer? Toujours les mêmes réponses. Est-ce que ça va loguer « Salut, moi c'est Bob » Est-ce que ça va loguer « Salut, moi c'est undefined » Est-ce que ça va péter une reference error? Ou est-ce que ça va plutôt lever une type error du genre il n'y a pas first name sur undefined? En fait, on a ce cas de figure, le setTimeout 0. On pourrait avoir un autre cas de figure, par exemple faire un for each auquel on passe bob.greet en callback, faire un request animation frame ou plein d'autres choses.
en fait, on peut décliner à l'infini des cas particuliers sur un même cas général. Et donc, ils vont tous se comporter pareil. Et pour le coup, ça va dépendre du mode d'exécution de ton JavaScript. Ici, par exemple, si je décommande cet appel, tu vois que j'ai effectivement un salut, moi c'est undefined, d'accord ? J'aurai le même comportement en faisant par exemple un truc genre je fais un tableau et je vais faire un for each et je vais lui passer bob.greet. C'est pareil, hein, ça va être salut, moi c'est undefined. Même chose si je fais, je sais pas, un request animation frame par exemple. Et même chose dans d'autres cas de figure. Par exemple, tu vois, je pourrais faire un const f égale bob.greet. F, et ben voilà, salut, moi c'est undefined. Hein. Je peux imaginer ça de plein de manières différentes. Tu vois, je peux faire un truc du style si true, je prends bob.greet, sinon je prends alert. Hop, voilà. Alors attends, hop, voilà, comme ceci. Et salut, moi c'est undefined. Toujours pareil. Donc ça, c'est vraiment pas la fête. C'est évidemment pas ce qu'on veut. Et là encore, tu notes que ça ne plante pas. Ce qui, d'ailleurs, est pas génial du tout. Hein. C'est-à-dire que ce genre de code, il est manifestement buggé. Hein. Moi, j'ai pas envie d'afficher undefined. C'est pas ce à quoi je m'attends. C'est pas un comportement correct de mon programme. Je préférais largement que ça plante, que ça explose avec une bonne grosse exception, histoire que je puisse, en tant que développeur, repérer rapidement la source de l'erreur, plutôt que de me retrouver avec, sans doute, un undefined qui a été stocké quelque part là où je m'y attendais pas et que je vais retrouver 10 km plus loin à l'exécution du programme. Et alors là, bon courage pour savoir d'où ça vient. Hein, on aimerait avoir ce qu'on appelle du fail fast, c'est-à-dire, dans ce genre de cas de figure, vraiment se faire exploser la tête tout de suite. Hein. Et c'est ce qui va se passer en mode strict, hein, d'ailleurs. Si je me mets ici explicitement en mode strict, alors soit au niveau de mon module global, soit au niveau de la fonction, et que je fais par exemple, je reviens à ce que j'avais tout à l'heure, hein, je fais quelque chose comme ça, bam! Là, je me prends une grosse erreur qui me dit cannot read property, alors c'est tronqué par l'affichage, mais first name of undefined. Donc là, j'ai effectivement une type error, c'est beaucoup plus utile. Ça, c'est le comportement du mode strict. Alors, d'où ça vient ce phénomène? Alors, déjà, je rappelle que dans cette vidéo, on ne parle pas des fonctions fléchées. Hein, on en parlera dans la prochaine. Là, on parle de tout le reste, c'est-à-dire les fonctions déclarées avec function ou déclarées en syntaxe concise dans un literal objet ou dans un corps de classe. Maintenant, ce qui se passe avec ces fonctions-là, c'est différent de ce qu'on a dans la plupart des langages. Dans pratiquement tous les langages orientés objets, this fait partie de ce qu'on va appeler le contrat d'appel de la fonction, au même titre que ses arguments. Hein. Et c'est pareil en JavaScript. En général, this est une sorte de paramètre caché quelque part, sauf dans certains langages. Par exemple, en Python, le paramètre self, il est explicite en début de signature pour les fonctions à utiliser comme des méthodes. Même si, au niveau de la syntaxe d'appel, ça va ressembler à ce qu'on a d'habitude avec mon objet point la méthode et puis les arguments classiques. Dans la majorité des langages, this est défini lexicalement, c'est-à-dire qu'il est défini en fonction du type de déclaration de la fonction et de sa portée, ses fermetures lexicales, etc. En JavaScript, et c'est là que c'est extrêmement différent, this est entièrement défini par l'appel. C'est la façon dont on appelle la méthode qui définit ce que vaudra this à l'intérieur. Et j'ai mis des air quotes ici, là, parce qu'en JavaScript, il n'y a pas de méthode. Il n'y a que des fonctions. Il n'y a pas de méthode au sens classique, c'est-à-dire que les fonctions ne sont pas intrinsèquement associées à une identité d'objet. Et on ne peut pas intrinsèquement associer une fonction à une identité d'objet. On va pouvoir éventuellement faire des enrobages qui, eux, se souviendront d'une identité, mais les fonctions elles-mêmes n'ont aucune association technique sur des identités d'objets. Et c'est une différence énorme avec la grande majorité des langages objets où il y a vraiment cette notion de référence sur méthode, c'est-à-dire à la fois du code et une identité d'objet. Et c'est la source de beaucoup de confusion pour les personnes qui arrivent à JavaScript depuis d'autres langages. Alors là, évidemment, tu vas me dire, attends Christophe, tu déconnes, regarde, on a fait bob.greet, parenthèse, parenthèse. Il y avait bien une méthode greet sur bob. Eh ben non. Hein. En fait, c'est juste de la syntaxe d'appel, comme en Python, hein, par exemple. Quand tu dis mon objet point ma fonction parenthèse des trucs, hein, ou rien du tout d'ailleurs, parenthèse, parenthèse, eh bien ça va définir le this dans la fonction à mon objet. Hein, c'est ce à quoi tu t'attends, en fait. Et c'est très similaire à ce qui se passe en Python. Hein. En Python, tu as beau avoir ta fonction qui est déclarée dans une sorte de namespace avec un premier paramètre explicite qui est le self et tout. À l'appel, tu as objet.méthode et puis les arguments, mais pas le self. Hein. C'est la syntaxe d'appel qui va transformer ensuite et passer l'objet comme self et tout ça. Donc, pour nous, en JavaScript, this, il n'est pas dans la signature, hein, on n'est pas en Python. This, il fait partie de ce qu'on appelle le FER, pour Function Environment Record. C'est une sorte de portée
qui est dédié à l'exécution d'une fonction, qui a priorité du coup sur les portées englobants. Pour les fonctions non fléchées, encore une fois, le Function Environment Record, notamment, va contenir, au moment de l'appel, la mise en place de définitions pour this, pour arguments, et depuis ES 2015, également pour super et pour new point target. Et que la fonction soit fléchée ou non, par contre, on y trouvera de toute façon également, par exemple, les paramètres, donc les valeurs d'argument pour chaque paramètre déclaré dans la signature. Et tous ces éléments du Function Environment Record, ils sont définis par l'appel. Ça, on se fout de comment c'est déclaré. Ce qui nous intéresse, c'est comment c'est appelé. Ça, c'est vraiment critique. En particulier, pour this, il n'y a que 2 cas de figure. Il y a ce que j'appelle la règle d'or, la règle sujet, verbe, complément. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a un sujet, on a un identifiant, une référence vers un objet. Okay, d'une manière quelconque, on arrive sur un objet où il y a effectivement des propriétés qui sont des fonctions. On référence du coup cet objet. Juste derrière, on indexe une de ces propriétés qui s'avère être une fonction. Et on peut utiliser n'importe quel opérateur d'indexation, le point bien sûr, les crochets pour une indexation dynamique, et puis des opérateurs dont on parlera dans une toute prochaine vidéo, qui est sur l'optional chaining, donc le LVIS opérateur, l'interrogation point ou l'interrogation point crochet, pour aller conditionnellement indexer si jamais on n'est pas nul ou undefined à gauche. Donc tous ces opérateurs-là, c'est de l'indexation. Et immédiatement après, dans le même terme d'expression, en termes de grammaire syntaxique, on appelle la fonction avec l'opérateur parenthèse, et éventuellement des arguments dedans. Donc c'est ce que je vais appeler sujet, verbe, complément. Sujet, on référence l'objet. Verbe, on va indexer une propriété qui s'avère être une fonction. Complément, on réalise immédiatement l'appel avec l'opérateur parenthèse. Dans ce cas, et dans ce cas-là seulement, le moteur JavaScript va exécuter la fonction avec comme this le sujet, l'objet qui était en amont de l'indexation. Dans tous les autres cas, qui sont en fait une seule situation qui est qu'on va référencer la fonction sans l'appeler immédiatement, par exemple on va la passer en callback, on va la stocker dans une variable, eh bien à l'exécution, et je parle encore une fois du comportement par défaut, à l'exécution, this vaudra une valeur qui est tout le temps la même. Si on est dans le mode laxiste, qui est le mode par défaut d'exécution des moteurs JavaScript, this ce sera l'objet global. Donc par exemple, dans une fenêtre, une page web standard classique dans thread principal, this serait window. Sur Node, ça pourrait être soit le module si on est en CommonJS, soit global, etc. Puis il y a des tas d'autres cas de figure. C'est pour ça qu'on a une spec qui s'appelle global this maintenant, qui nous permet de manière portable d'accéder au véritable objet global. Et si on est en mode strict, ce que je vous conseille, et qui est d'ailleurs le mode par défaut de transpilation de Babel et de TypeScript par exemple, si on est en mode strict, c'est beaucoup plus utile. This, dans ces cas-là, sera à undefined, dans une fonction qui est référencée sans être immédiatement appelée dans la même expression. This vaudra undefined, ce qui a l'avantage de tout de suite créer une erreur, une exception qui remonte. Si on essaie de l'indexer, évidemment, c'est beaucoup plus utile. Sujet, verbe, complément ou undefined, c'est tout. Si. C'est la seule règle. Et dans les exemples foireux de tout à l'heure qu'on avait vus, si tu regardes bien, tu verras qu'on référence la fonction, mais on ne l'appelle pas. On la file en callback, on la stocke dans une variable, etc. Quand on la file en callback, c'est un autre code qui va l'appeler. Par exemple, c'est les API web genre setTimeout ou requestAnimationFrame dont la plomberie interne va réaliser l'appel de notre fonction. Même chose pour le forEach, c'est l'algorithme interne du forEach qui va appeler notre fonction. Donc on n'a pas l'appel dans le terme de l'expression, c'est-à-dire vraiment en gros collé, au commentaire près, collé à notre indexation. On n'a pas cet opérateur parenthèse. Et du coup, on n'a pas d'autodéfinition du this. Alors du coup, voyons voir si tu as compris ce que je viens de t'expliquer, parce qu'il faut souvent un petit moment pour l'internaliser. Je reprends mon bon vieux Bob, c'est exactement le même, il n'a pas bougé. Et Bob, il a une coloc qui s'appelle Alice, et ils partagent le greet. Regarde bien, Alice, elle a son propre first name, et son greet, c'est bob.greet. Ok ? La question que je te pose, c'est que va faire Alice.greet, parenthèse. Est-ce que ça va dire « Salut, moi c'est Bob » ? Est-ce que ça va dire « Salut, moi c'est Alice » ? « Salut, moi c'est undefined » ? Est-ce que ça va faire une reference error, une type error, comme quoi il n'y a pas first name sur undefined ? Qu'est-ce que ça fait ? Je te laisse quelques secondes et tu peux bien sûr mettre la vidéo en pause. Alors, vérifions ça ensemble. Et bien évidemment, ça fait « Salut, moi c'est Alice ». Je peux d'ailleurs me passer de ça. Ça fait « Salut, moi c'est Alice ».
Et encore une fois, sujet, verbe, complément. Quel est l'objet qui est à gauche de l'indexation de .greet? C'est Alice. Donc, sujet, verbe, complément. Dans l'exécution de cette fonction, this, ce sera Alice. Et ici, à ton avis, si je fais un set timeout par exemple sur alice.greet 0, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne? Vérifions ensemble. Salut, moi c'est undefined. Toujours la même règle, je suis ici en mode laxiste. J'ai passé la fonction par référence sans l'appeler immédiatement. Et c'est normal, c'est pas mon rôle de l'appeler immédiatement. Je veux que ça soit la logique du timeout qui l'appelle le moment venu. Donc moi, je vais pas commencer à mettre des parenthèses ici. Sinon, en fait, je vais appeler alice.greet directement. Ça va m'envoyer en l'occurrence undefined et je vais passer undefined à cette timeout. C'est pas ça que je veux. Mais il est logique que du coup on soit ici à undefined en mode laxiste. Si j'étais en mode strict, j'exploserais, j'aurais une type error puisque this serait lui-même à undefined et du coup on ne pourrait pas aller chercher first name dessus. Encore une fois, on se contrefout que greet soit déclaré dans Bob. Ça n'a absolument aucun impact sur le comportement de this puisqu'en JavaScript, this n'est pas lié à comment est déclarée ta fonction classique, il est lié à comment elle est appelée. Donc c'est vraiment ça qui compte, c'est la syntaxe d'appel. Alors ça, c'est le comportement par défaut sur les fonctions non fléchées en JavaScript. Mais ce comportement, on peut l'altérer programmatiquement. On a la possibilité, lorsqu'on appelle une fonction nous-mêmes, de définir un this particulier. Et ce this n'est pas forcément le sujet d'une indexation. Cette fonction, on peut l'avoir par exemple récupérée en callback. Elle n'est pas en tant que propriété dans un objet. Et en tout cas, même si c'était le cas, cet objet n'est pas nécessairement, ça peut être l'objet options par exemple, de notre fonction, et ce n'est pas nécessairement le sujet qu'on veut utiliser comme this dans la fonction. Donc il faut savoir qu'en JavaScript, toutes les fonctions sont des objets, déjà. Voilà, respire un grand coup, ça va bien se passer. Et donc, comme ce sont des objets, les fonctions ont des méthodes. Voilà, respire, tout va bien, un peu d'ASMR, ça va passer crème. Les fonctions ont des méthodes, les fonctions en fait sont des instances du type function avec un F majuscule, et sur le prototype de function, on a un certain nombre de méthodes, on a d'ailleurs aussi une propriété qui s'appelle length, je te laisse aller regarder ce que ça vaut. Et parmi les méthodes importantes qu'on a sur toutes les fonctions, on a notamment une méthode qui s'appelle call, la bien nommée, elle va nous permettre d'appeler la fonction, mais en l'occurrence en lui passant un this précis qui va être le premier argument de call, et ensuite les arguments classiques sont les arguments suivants de call. On a une méthode similaire qui s'appelle apply, que tu as peut-être déjà vu. Apply fait le même travail que call, elle est juste un petit peu plus générique puisque les arguments qu'elle va passer réellement à la fonction, elle les prend sous forme d'un tableau générique, donc un tableau ou un argument ou des choses comme ça. Elle les prend sous forme d'un tableau générique et ça permet évidemment d'écrire du code générique qui fait passe-plat sur des fonctions ou autres avant qu'on ait pu avoir en ES 2015 les syntaxes du rest et du spread positionnel notamment, qui nous rendent ça plus facile aujourd'hui et qui font que finalement apply serait peut-être un peu moins nécessaire. Et puis on a également une méthode dont tu as sûrement entendu parler qui s'appelle bind. La méthode bind des fonctions, elle prend au moins un argument qui est le this qu'il faudra utiliser le moment venu. Elle peut même faire ce qu'on appelle de l'application partielle, donc elle permet éventuellement de passer des arguments pré-remplis qui sont forcément les premiers. Pour le coup, on a quelque chose qui arrive bientôt en JavaScript qui va nous permettre de faire ça de manière ultra balèze et notamment pas nécessairement les premiers éléments positionnels. Le bind est quelque chose qui, attention, n'altère absolument pas la sémantique de la fonction. Ça ne change pas la fonction. Ça ne fait pas que la fonction que tu avais à la base, elle se met à se souvenir d'une identité. Encore une fois, ça n'existe pas en JavaScript. On n'a pas l'information technique dans l'objet fonction dans le moteur. En revanche, bind va créer une fonction dérivée, une fonction d'enrobage de ta fonction d'origine, qui est une sorte de boîte dans laquelle on a et la fonction d'origine et le this à utiliser le moment venu, éventuellement les arguments. Et donc ça va lui permettre de faire en interne le moment venu, quand tu vas appeler toi cette fonction enrobée, le résultat du bind, eh bien en fait, tu vas appeler une fonction qui va dire « Ah ok, j'ai des arguments qui me sont passés, je vais appeler la fonction d'origine avec le this qu'on m'avait passé comme argument à la base, qui est dans ma fermeture lexicale, et hop, je vais pouvoir déléguer et appeler correctement avec un this qui a été contrôlé. Si les notions de fermeture lexicale ou de closure sont pas très claires pour toi, je te mets quelque part un petit lien vers notre vidéo précédente sur la portée, le hoisting et les fermetures lexicales en JavaScript. Et du coup, ce truc-là, c'est extrêmement puissant, la capacité de notre code à pouvoir appeler une fonction d'où qu'elle vienne avec un this choisi, qui peut être complètement décorrélé. C'est extrêmement puissant, ça peut sembler exotique, ça peut sembler farfelu, mais en fait, l'immense majorité des bibliothèques, des frameworks indispensables, incontournables aujourd'hui du web ne pourraient pas exister sans cette capacité-là. Et c'est notamment quelque chose qu'on va retrouver dans plein d'API.
qui, souvent, dans le contrat d'appel des fonctions de rappel, des callbacks, elles te disent, bon, voilà, moi je vais t'appeler avec éventuellement des arguments, mais avec un this précis. C'est le cas notamment de presque tous les émetteurs d'événements, hein, qu'on soit dans le DOM ou qu'on soit dans les flux, que ce soit les flux côté web, les flux côté Node, il y a cette notion du je vais appeler les écouteurs d'événements avec un this précis, qui peut être le nœud sur lequel tu as mis l'écouteur d'événements typiquement. Et du coup, il faut évidemment que le code qui implémente ces bibliothèques ou ces API-là soit à même d'appeler ta fonction avec un this dont elles ont le contrôle. Hein. C'est pas possible si on n'a pas call, apply, etc. Alors évidemment, ça permet quand même de faire du vaudou. Hein. Si on reprend notre Bob et notre Alice ici, par exemple, bah regarde, je peux faire un truc comme ça. Je peux lui dire, écoute, voilà, Alice, je vais prendre ton greet et je vais appeler cette méthode greet. Hein, encore une fois, greet est une fonction, donc c'est un objet qui a des méthodes partagées par toutes les fonctions qui sont définies sur le prototype de function avec un F majuscule. Et donc je vais appeler cette méthode greet, mais je vais l'appeler avec un this qui sera Bob. Bon, bah du coup, voilà, j'ai beau passer par Alice, peu importe en fait. Je me sers de Alice simplement pour aller chercher une référence à la fonction en mémoire, mais je l'appelle explicitement avec un this qui sera Bob. Et inversement, hein, je peux prendre celui de Bob et lui dire non, mais ton this c'est Alice, et puis voilà, salut, moi c'est Alice. Prenons cet autre exemple. J'ai ici un objet fake qui est ce qu'on va appeler un tableau générique, c'est-à-dire que c'est un objet qui ressemble à un tableau. Il a des propriétés numériques positives à partir de 0 jusqu'à 2 en l'occurrence. Il a une propriété length numérique qui vaut 3. Donc dans la pratique, l'immense majorité des méthodes de array, qui sont donc regroupées dans array.prototype, sont exécutables sur ce type d'objet. Et je peux aller les chercher dans le prototype d'array, hein, sans même avoir besoin de créer un tableau vide pour les choper. Et je vais dire, bah tiens, par exemple, je vais appeler reverse, la méthode reverse des arrays, je vais l'appeler, mais son this, ce sera l'objet fake. Hein. Et de fait, bah, tu vois que mon objet fake, hop, voilà, il y a un renversement de ses propriétés 0 et 2 en l'occurrence, puisque la 1 est au milieu, elle n'a pas bougé. Et on a maintenant ces propriétés qui ont été réaffectées. De la même manière, je vais dire, tiens, je vais aller chercher la méthode join de array, je vais l'appeler sur fake avec un argument qui sera une chaîne de caractères avec un espace, et puis bah voilà, j'obtiens un texte de toute beauté. Et je peux faire la même chose avec push par exemple, et cette fois-ci avec un apply, parce que là, on faisait les calls hein, depuis tout à l'heure. Je vais lui passer cette fois-ci un appel à apply avec les arguments, non pas en tant qu'argument individuel, mais en tant que tableau. Et cet appel à push, il va me renvoyer 5. Un push sur les tableaux renvoie toujours la nouvelle longueur du tableau. Et tu peux voir que, effectivement, j'ai mon 0 moins mon 2, mais j'ai également eu la propriété 3, la propriété 4 qui ont été définies par le push, et ma propriété length qui a été ajustée. Donc on peut faire des trucs un peu mode nécromancie, avec call, apply et tout ça, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème. Hein. Au contraire, ça nous offre une très grande puissance à condition d'être utilisé intelligemment. Et puis, je t'invite, comme toujours, à lire la doc, bordel. Parce que ça va t'éviter souvent de faire des espèces de hacks, de bidouilles pour arriver à tes fins. Prenons par exemple notre ami Bob, on a changé un petit peu la sémantique de greet. Il accepte maintenant un tableau de personnes à saluer. Du coup, on a changé un peu le comportement. C'est un map, il renvoie un tableau, etc. C'est plus les console logs. Et du coup, on va appeler bob.greet avec ce tableau. Hein. Donc, tu vois, pas de souci. Sujet, verbe, complément, un bob.greet, les parenthèses immédiatement, donc people, etc. Donc, ça veut dire que quand on rentre dans greet, effectivement, le this est le bon. Le problème qu'on a, évidemment, c'est qu'il y a un callback. Hein, et que le this, on l'utilise dans le callback. Et c'est la fameuse perte habituelle, genre « Ah, j'ai perdu mon this, JavaScript c'est de la merde, table flip. Hein. » De fait, ici, si on regarde un peu ces 3 éléments qui nous sont renvoyés, eh bien, on voit des undefined à chaque fois, je suis en mode laxiste, donc c'est simplement l'objet global, il n'y a pas first name, donc undefined pour tout le monde. Donc c'est pas ce que je veux. Alors traditionnellement, comment est-ce que ce genre de choses est corrigé? Il y a des bidouilles diverses et variées. Par exemple, il y a le cas classique du « on va faire un backup de this tant qu'il était bon ». Hein, on va faire un truc du style « that égale this ». Haha, je t'ai bien feinté JavaScript. Et puis, ici on va dire « that ». Alors oui, c'est vrai, ça marche, mais c'est un peu dommage, parce que des fois, en fait, ce qu'on passait par exemple à map, c'était directement une référence à un callback existant. Là, tout d'un coup, on va être obligé d'enrober ça dans une nouvelle fonction anonyme d'enrobage en plus pour pouvoir aller rechoper les dates et l'utiliser le moment venu. Donc c'est pas dingue. Il y a un coût, hein, c'est-à-dire qu'on crée une fermeture lexicale supplémentaire pour maintenir ce 10 en vigueur à l'intérieur du callback. Des fois, on n'a pas le choix. Hein. Des fois, ce truc-là, il va marcher. Des fois, on sera obligé de faire ça. Mais on va voir que là, en l'occurrence, pas du tout. Un autre hack un peu dégueulasse qu'on trouve assez classiquement, c'est de faire un binding dessus. Par exemple, on va faire, voilà, tac, 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 OK, this.
Et ce que je vais faire ici, c'est que cette fonction-là, je vais la binder au 10 qui était en vigueur à ce moment-là. Donc au 10 qui était en vigueur dans grid lui-même, qui était le bon. On va appeler la méthode bind, on va lui dire attention, en fait, la fonction qu'on passe à map, c'est un enrobage de ce callback qui se souvient de ce 10. Et du coup, effectivement, j'ai bien les bobs en dessous. Donc c'est bien, mais c'est une approche vraiment bulldozer, vraiment marteau-piqueur. Fonctionnellement, c'est la même chose que ce qu'on a fait avant. C'est juste que, bon, bah là, on recrée en plus une fonction d'enrobage à chaque fois, plutôt que de simplement maintenir des closures. Donc c'est un petit peu plus lourd. Et en plus, dans ce cas précis, si on avait lu la doc, on n'aurait pas eu de galère. Parce que il se trouve que très souvent dans les API, et c'est notamment le cas de toutes les méthodes itératives qu'on a sur Array, on a la possibilité de passer un argument supplémentaire optionnel, en général le dernier, qui est le this_arg, et qui nous permet de dire le callback que je te passe, tu l'appelleras avec un this précis. En l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe ici avec map, for each et les autres. On pouvait tout simplement passer en deuxième argument l'objet à utiliser comme this dans le callback le moment venu. Et nous, le this en vigueur dans grid, c'était le bon, puisqu'on a appelé grid en mode sujet-verbe complément. Donc le this en vigueur, c'était Bob. Et on n'avait qu'à le repasser. C'est le cas pour map, c'est le cas pour for each, filter, every, sum, reduce, en veux-tu, en voilà. Et c'est le cas dans beaucoup de méthodes itératives également dans d'autres, dans des bibliothèques en fait de l'écosystème. Donc ça vaut vraiment le coup parce que ça, pour le coup, c'est imbattable en performance. Ça crée pas de closure, ça crée pas de fonction d'enrobage, etc., etc. Donc c'est plus concis même et imbattable en performance. Donc franchement, lis la doc. Tu n'auras pas toujours cette possibilité-là. Par exemple, set timeout, le set timeout côté web, il n'a pas ça, comme request animation frame, comme tout ça. Le set timeout côté node, il l'a, mais bon, voilà, côté web, il l'a pas. Donc des fois, tu as des API, elles te proposent pas de passer un this précis. Notamment les API où dans leur contrat d'appel, elles doivent t'appeler avec un this à elles de toute façon. Donc ça sert à rien de leur en passer un. Mais lorsque c'est possible, lorsque l'API le permet, tu devrais clairement, si c'est ton besoin, passer par là. Alors, tu te demandes peut-être ce qu'il en est pour les fonctions fléchées, puisque on a insisté tout le long de cette vidéo, on a dit attention, on parle ici des fonctions traditionnelles entre guillemets, c'est-à-dire les fonctions qui ne sont pas des fonctions fléchées, donc celles qui sont déclarées avec le mot function ou avec la syntaxe de méthode concise dans un literal objet ou dans un corps de classe. Les fonctions fléchées, c'est différent, mais pas que là-dessus d'ailleurs. Les fonctions fléchées, il y a vraiment deux aspects. Il y a le côté concision de syntaxe et il y a le côté gestion du this et d'autres trucs en fait. Beaucoup de gens pensent que les fonctions fléchées, le this il marche automatiquement parce que c'est comme s'il y avait une espèce d'autobind. En fait, c'est l'exact inverse qui va se passer et c'est pas simplement une distinction pédante de détails internes d'implémentation JavaScript. Ça a un impact considérable sur le modèle mental qu'on a pour les fonctions fléchées et sur du coup les cas d'utilisation où la fonction fléchée n'est pas la bonne solution. Les fonctions fléchées ne sont pas une panacée. Il y a des tas de cas de figure où on va préférer travailler avec function, ou carrément on aura besoin de travailler avec function. On en parlera en détail dans la prochaine vidéo. Abonne-toi! Voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur le comportement de this en JavaScript dans les fonctions non fléchées. Sérieux, franchement. Sujet, verbe, complément ou alors undefined. C'est quand même pas compliqué. Alors, et toi ? Est-ce que tu connaissais déjà cette règle fondamentale? Est-ce que tu es coupable d'avoir utilisé de façon un peu systématique le bulldozer du bind? Est-ce que tu avais l'habitude de sauver un this correct sans trop te poser de questions ou tu l'appelais à ce moment-là plutôt that, plutôt self, plutôt underscore this parce que tu te prenais pour le compilateur? Dis-nous tout dans les commentaires. Si le sujet d'ailleurs t'intéresse au point que tu veuilles vraiment creuser ça plus en détail et apprendre à utiliser un peu de manière fine call, apply et bind par exemple, ou carrément réimplémenter bind, eh bien sache qu'on a créé il y a déjà un long moment un cours vidéo d'1h30 pour un prix modique qui est disponible en ligne depuis un bail, avec plein d'exemples, plein de diagrammes, de schémas animés, etc., etc., plein de trucs et d'astuces magiques. Oh, il a dit magique. Donc si ça t'intéresse, eh bien le lien est dans la description. Pense aussi à t'abonner s'il te plaît parce que nos prochaines vidéos elles vont parler des fonctions fléchées justement, de l'optional chaining dont tu as eu un petit aperçu avec les Elvis Operator, des modules ECMAScript et plein d'autres trucs cool. Si la vidéo t'a plu, pense à nous mettre un pouce bleu et puis surtout, comme toujours, partage-la s'il te plaît, parle-en autour de toi, partage-la sur tes réseaux. Aide-nous à toucher une communauté toujours plus grande et à aider donc toujours davantage de développeurs. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.